Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui profite à plein de sa rentrée pour vous inonder sous les Extra Balls, ce petit format hors continuité qui nous permet de mettre en lumière rapidement un film. En l'occurrence, là tout de suite, il s'agit de Belladonna, monument longtemps caché du cinéma d'animation japonais signé Eiichi Yamamoto qui joue à bonheur 43 ans après sa création, est sorti en salle cet été et existe désormais sous forme d'un coffret Blu-ray chez Eurozoom. Et on va en causer avec mon camarade Julien Dupuis. Salut Julien. Bonjour. Allez, c'est Nos Ciné Extra Ball spécial Belladonna et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Déjà, Julien, on peut peut-être dire un mot de l'histoire de ce film qui a disparu complètement Totalement, pendant 40 ans. D'autant plus pertinent de commencer par ça. Je pense que raconter l'histoire du film Belladonna va mettre en évidence la valeur en fait, de cette œuvre totalement inclassable, qui à mon sens est un vrai film culte. C'est pas un film culte sous cellophane à la Gardien de la Galaxie. C'est-à-dire que c'est un vrai film culte. C'est-à-dire que c'est un film qui est une anomalie à la base, un peu comme Freaks de Todd Browning. C'est-à-dire que quand on voit encore aujourd'hui ce film, on se dit mais comment il a pu exister en fait ce film? Pourquoi? Surtout en quelle 73. anomalie. Voilà, exactement. Donc ça c'est la première chose. Ensuite c'est un film qui n'a pas fonctionné à sa sortie, qui a été donc vu par très très peu de gens, qui a circulé très peu en festival, un tout petit peu quand même, mais très peu. Et puis c'est un film qui est complètement disparu. Les quelques chanceux qui avaient vu le film à l'époque de son exploitation en 73, je crois, ont fait grossir peu à peu l'aura autour du film, l'aura culte. Et c'est un film qui vient juste de ressortir au début des années 2000, un petit peu au Japon, et puis là, autour de 2010, d'abord aux États-Unis, puis maintenant, enfin en France. Donc ça, déjà, pour l'histoire du film, on se dit c'est un truc fou. Et ensuite, sur la production même, c'est un film qui a contribué à causer la faillite d'une société de production extrêmement importante au Japon, qui est Mushi Production, qui était la société de production de Osamu Tezuka, qui, pour faire bref, il est souvent présenté comme le Walt Disney japonais. Bon, c'est un peu réducteur, c'est à la fois trop et pas assez, en fait. C'est le grand-père fondateur de l'animation japonaise exactement, contemporaine. Du manga et de la japanimation, exactement. Qui, d'ailleurs, contrairement à Walt Disney, cherchait à exploiter toutes les formes de son médium, mais pas d'un point de vue marchand, en fait, mais d'un point de vue artistique. Y compris, donc, prendre des risques... avec des productions type Belladonna. Voilà, déraisonnables. Et Belladonna, voilà, exactement, est sorti de ça. C'est-à-dire que c'était un triptyque de films de Mushi Production, Animérama, je crois, oui, c'est ça. Et... qui comportait 3 films qui étaient destinés exclusivement à un public adulte, notamment, bon, déjà par leur sujet, qui était souvent un peu ambitieux et assez recherché, mais également par un contenu extrêmement érotique, sanglant et érotique. Et c'est une des raisons qui explique d'ailleurs que Belladonna n'est pas pris en fait sur le marché international. À cette époque-là, bon, il y avait quelques contre-exemples, mais qui sont vraiment minimes. Mais bon, l'animation, encore aujourd'hui, mais encore plus à l'époque, était réservée aux têtes blondes dans la tête des spectateurs. Évidemment, Belladonna, c'est pas le cas. Ça a d'ailleurs fait un petit scandale en France lors de la très courte exploitation du film. Et on le comprend à la vue du film, parce que alors, le film raconte l'histoire, est adapté d'un essai de Jules Michelet, donc un écrivain français du 18e, si mes souvenirs sont bons, et raconte l'histoire d'une jeune paysanne qui s'appelle Jeanne, qui est violentée et violée par un seigneur, le seigneur local, et qui va... Alors, accomplir sa vengeance, bon, c'est un peu plus compliqué que ça, vous verrez en voyant le film, mais en devenant une sorcière, en signant donc un pacte avec le diable. Il faut savoir, bon, évidemment, il y a des visions bacchanales totalement décadentes, etc., qui sont absolument ahurissantes. Très, très impressionnantes graphiquement, exactement. Pour un point de vue esthétique. Et il faut savoir que le diable, pour vous donner une petite idée de l'ambiance et de l'état d'esprit de Belladonna, le diable est représenté par un petit phallus humanoïde qui grossit à mesure que Belladonna cède en fait aux forces obscures et devient de plus en plus puissante en tant que sorcière. C'est donc un film extrêmement féministe. C'est pour moi l'un des plus beaux films de sorcières qui ait jamais été fait. Peut-être avec les films de Dario Argento, les Suspiria, etc. Mais et c'est un film aussi qui est
à la croisée des cultures. C'est une autre marque. Parce que c'est très occidental sur plein d'aspects, notamment sur des références à certaines croyances du Moyen-Âge, ce genre de choses. On retrouve beaucoup de cette culture-là. Et puis, évidemment, la dernière image du film, qu'on va évidemment pas révéler ici, mais qui a un choc monumental. Et je pense qu'il y a un choc encore plus quand on est français et qui revient aux sources, en fait, de l'histoire de Belladonna. Mais même au niveau de la confection du film, c'est un film qui est totalement inclassable. C'est-à-dire qu'il y a des écoles d'animation, il y a l'école française, on va dire, qui peut remonter à Grimaud, l'école américaine qu'on pourrait rattacher aux frères Fleischer puis à Disney, puis il y a évidemment l'école japonaise qu'on rattache donc à Osamu Tezuka. Belladonna, en fait, n'appartient à aucune de ces écoles. Le film alterne en fait une technique qui pour le coup est plutôt orientale, qui est une technique de papier déroulé, c'est-à-dire qu'il y a des longs panoramas avec des panneaux donc fixes, des peintures fixes, et la caméra fait de longs panneaux dessus. Alors dit comme ça on se dit ça va être ultra relou, mais c'est totalement hypnotique, c'est magnifique, puis surtout c'est une expérience de cinéma qu'on n'a jamais vue, je pense, en tout cas pas comme ça, pas exploitée comme ça. Et qui est fascinante. Et le film donc alterne ça avec des moments où le film est très très animé. Là aussi, ça ne correspond pas du tout, en tout cas aux écoles japonaises. Il y a presque un peu de cartoon là-dedans de temps en temps, et d'ailleurs je trouve que ce sont peut-être les séquences les moins réussies du film. Il y a un côté presque Yellow Submarine, on va dire. C'est-à-dire, et là c'est moins réussi parce que c'est très daté. Le film n'est pas daté en fait, paradoxalement le film n'est pas daté. Et je pense aussi que c'est aussi fascinant et aussi obsédant ce film parce qu'il y a une musique de rock progressif bien dans le ton des années 70, mais je trouve avec la précision d'écriture et la rigueur qui caractérise aussi les Japonais, en tout cas les musiciens japonais. C'est ce que tu me disais avant qu'on enregistre, c'est que dans le coffret justement que sort Eurozoom avec Belladonna, on retrouve cette bande originale sur un disque à séparer, c'est ça ? Oui, exactement. Alors il faut, je pense, saluer le film est tombé chez Eurozoom, je pense qu'il n'aurait pas pu trouver mieux. Déjà parce qu'il est encore visible en salle, c'est-à-dire que Eurozoom travaille en général l'exploitation de ses films sur très très longtemps, et donc il est encore disponible sur les circuits RASC, vous pouvez le voir en salle. Moi je trouve que c'est vraiment une expérience à vivre en salle avant, pour vraiment découvrir le film. Je pense que c'est pas du tout la même chose quand on le découvre à la télévision. Donc ça c'est la première chose. Il est disponible en VOD depuis septembre je crois, et effectivement il est disponible dans un coffret ultra collector que je n'ai pas encore vu malheureusement, mais bon il y a des bonus, il y a des scènes coupées, des entretiens, parce que il faut savoir qu'il y avait certains des membres de l'équipe, on ne savait même pas s'ils étaient encore vivants, s'ils étaient encore en activité, ils avaient complètement disparu du circuit parce que le film était quand même entouré d'une aura assez c'est mi-culte mi-négatif. Ouais, c'est assez négatif quand même parce que ça a causé quand même. En tout cas pour eux, oui. C'est terrible ce qui s'est passé avec Mouchi et avec Belladonna. Donc des interviews, des scènes coupées. Et un livret, etc. Et effectivement, la musique du film qui était, à ma connaissance, quasi indisponible en fait jusqu'à présent. Je crois qu'on peut la trouver sur le net, quoi, mais il faut l'avoir en bonne qualité, etc. Qui participe totalement de l'expérience exceptionnelle de ce film. Et Belladonna, c'est dispo, on l'a dit, on vient de le dire, en coffret Blu-ray, donc chez Eurozoom, mais c'est beaucoup mieux de le voir sur le grand écran, mais si jamais ça fait un beau cadeau pour Noël aussi, si vous prenez un peu d'avance. Notre temps est écoulé, merci beaucoup Julien, merci à Jules à la technique, nosciné.com, binge.audio pour trouver toutes nos émissions, retrouvez toutes les infos sur notre réseau Binge Audio, et on vous dit à très bientôt. Salut, c'est Mehdi Maizy, retrouvez No Fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans No Fun.